Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus? Alors cette semaine il sera question de baseball avec une rencontre avec Antoine Alran, ancien international de baseball, et avec lui nous parlerons bien évidemment de sa carrière mais aussi de sa reconversion. C'est parti. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Antoine Alran qui est donc un ancien joueur de baseball de la région. Donc voilà pour notre émission Que sont-ils devenus? Un titre qui fait généralement sourire les personnes que l'on rencontre parce qu'on a l'impression qu'on parle de périodes qui datent d'il y a 30 ou 40 ans en arrière. Là c'est pas vraiment le cas. Donc on l'a dit, vous Antoine, c'était donc pour le baseball. Donc première chose, pourquoi se mettre au baseball? Pourquoi ce sport-là en particulier qui, ma foi, n'est pas le sport le numéro 1 en France et dans la région? Alors pourquoi le baseball? Un rêve de gamin, un ami qui rentre des États-Unis, qui ramène un gant et une batte, on se met à jouer et puis de là l'aventure a commencé. J'habitais au Parc des Fontaines et on s'est mis à jouer, on tapait les balles sur le haut des immeubles de 7 étages, et un jour une américaine, Candy Nelson, était présente et qui était la fondatrice du club. Oui. Et nous a embarqués pour partager cette aventure du baseball. Alors du coup comment ça se passe à cette époque-là? Quelles sont un petit peu les images de baseball que vous avez l'occasion de voir? C'est quoi, on a l'occasion de voir un petit peu à la télé? Comment on se documente? Pas autant de possibilités de passer par internet, etc. Le baseball, c'est d'abord quelques clichés que l'on a en tête au travers de films. Ouais. Le meilleur, Robert Redford, des images comme ça qui ont marqué, qui ont façonné l'image du baseball. C'est un sport assez exotique à son niveau et qui pour le coup, on était un peu les précurseurs, hein, puisque au moment où on a commencé à jouer, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui pratiquait, et puis la passion a fait que on a pu vivre notre passion au maximum et du coup vivre des moments extraordinaires. Alors le baseball en France, ça n'a jamais eu la notoriété que ça peut avoir aux États-Unis, au Japon ou autre. Alors comment ça se passe en fait à l'époque pour progresser, pour prendre peut-être des exemples, s'améliorer aussi techniquement? Qu'est-ce qu'on fait? Tant pis, on essaye d'aller voir un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, on prend un avion et on va voir, ou on arrive à se fournir des cassettes. Enfin, comment on progresse? On progresse par la venue, la rencontre de différents joueurs que l'on a pu avoir au sein du club, par la volonté de vouloir s'entraîner et de continuer une certaine notion de pratique plus quotidienne, on va dire. Et puis, nous, notre génération, on a eu la chance de pouvoir jouer et partager l'équipe nationale. Donc, il y a des structures de haut niveau qui ont été mises en place et qui nous ont permis, pour le coup, de nous développer de manière assez conséquente, avec un encadrement, avec une pratique du sport de haut niveau quotidienne, 2 entraînements par semaine pendant des années, qui ont fait qu'on a pu passer certains paliers et puis arriver à réaliser de belles performances au niveau national et au niveau international. Ouais. Donc voilà le format dans lequel on s'inscrit. Et puis ensuite, les rencontres, vous l'avez dit, le Japon, les États-Unis, l'Amérique du Sud, on a été habitués à avoir au sein du club de Toulouse et puis au niveau de l'équipe nationale, des anciens cubains, des personnes qui sont venues livrer leur expérience. Monsieur Yoshida-san, qui a été un des grands entraîneurs, enfin des plus grands joueurs du baseball japonais, qui est venu entraîner l'équipe de France. C'était une autre génération et du coup on a pu passer de la 30e nation mondiale au top 15, donc ce qui est quand même représentatif. Justement, la première sélection en équipe de France, c'était en 93. Alors, quel est un petit peu votre souvenir de cette première sélection, déjà sur l'annonce et puis sur le premier match, des frissons au moment de porter la tenue bleue? C'est toujours un moment particulier, quand on représente son pays, quand on représente sa nation, c'est quelque chose qui vous galvanise. Donc j'ai un souvenir... du match en particulier, vous avez un souvenir? Ah oui, je me rappelle de tous les détails, je me rappelle de la remise des maillots, je me rappelle de l'annonce de la sélection, je me rappelle c'était la Coupe intercontinentale en Italie, et je me retrouve finalement, j'avais 17 ans, et je me retrouve face au plus grand joueur cubain qui était en fait la chambre juste en face de la mienne.
donc Omar Linares. Donc c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que pour moi c'était une idole et puis du jour au lendemain je me retrouvais face à sa chambre. Et oui, on avait joué un match contre l'Italie, c'était un match difficile, je me rappelle, mais des moments extraordinaires parce que bah, voilà, on a envie de donner le meilleur et puis c'est pas une finalité d'être en équipe de France, mais pour le coup c'est toujours quelque chose que l'on vit d'une manière très intense. Justement, le baseball, comment expliquer que finalement il perce bon, aux États-Unis, on s'en doute un petit peu pourquoi. Pourquoi il perce au Japon, à Cuba, d'autres pays, et pourquoi ici, en France, on ne peut pas avoir cette notoriété-là? C'est quoi? C'est le format des matchs, c'est la durée qui est pas longue, c'est les règles qu'on n'explique pas bien? Non, je pense que c'est un problème culturel, c'est-à-dire que le baseball est un sport où la performance est extrêmement compliquée. Je vais prendre un exemple très concret. Quand vous passez à la batte pour frapper la balle, sur 10 passages que vous allez faire, si vous arrivez à frapper la balle correctement 3-4 fois, vous faites partie des meilleurs. Donc ça ne fait que 30 à 40% de réussite. Le sport européen n'est pas configuré dans ce format-là. Il est impossible aujourd'hui de dire à Tony Parker, sur 10 paniers, tu vas en mettre 3 ou 4. Ou de dire à un François Trinduc, sur 10 passes à l'ouverture, tu vas en réussir 3 ou 4. Ce n'est pas possible. Donc tout simplement, c'est un problème de mentalité et c'est un problème on gère un échec finalement quasi quotidien qui fait que dans la performance et dans la pratique et dans la déstabilisation entre guillemets du sportif, c'est assez complexe. Après, c'est simplement un paramètre culturel parce que quand vous allez aujourd'hui en effet sur des pays d'Amérique du Sud, quand vous allez au Japon, quand vous allez aux États-Unis, mais même dans d'autres pays européens, en Hollande, en Italie, voire l'Allemagne aujourd'hui qui explose, c'est un sport professionnel. Il y a des stades de 12 000 personnes, de 15 000 personnes comme le stade Alain Vallon et qui sont pleins à chaque match. Donc en France, je pense qu'il y a le terreau de joueurs et entre guillemets la possibilité de pouvoir développer de grandes choses. Maintenant, il faut tout simplement y croire et puis il faut être audacieux dans son développement. Alors, pour revenir justement, pour rester un petit peu dans le Stade Toulousain Baseball, alors vous avez été aussi président de ce club. Aujourd'hui, vous avez passé la main. Alors, vous y êtes resté 5 saisons et puis ça fait donc 3 ans que vous avez passé la main. Pourquoi avoir décidé de passer à la présidence? C'est quoi? C'est l'envie de perpétrer, de rester un petit peu dans le milieu du baseball ou... Non, c'est l'envie le hasard. C'est pas le hasard, c'est l'envie de pouvoir créer, développer et de redonner entre guillemets au club tout ce qu'il m'a apporté en tant que joueur. S'investir, bâtir des projets, essayer de mettre en place des choses, mettre le club sur des rails de développement, accéder et passer des paliers, être dans une notion de progression. Faire un peu plus exister notre club. Donc voilà, j'ai entrepris différentes choses, dont le fait de rentrer au Stade Toulousain parce que pour moi c'était symbole d'une certaine notoriété et puis c'était rentrer dans un club que tout le monde connaît. Le Stade Toulousain c'est universel, c'est quelque chose qui en termes de marketing est simplement facilement identifiable. Donc au travers de cela, c'est de développer les infrastructures, c'est de développer les équipes, c'est d'arriver à propulser le club dans une autre dynamique. C'est modestement ce que j'ai essayé de réaliser avec d'ailleurs toutes les personnes qui étaient avec moi à ce moment-là au sein du club. Et je crois qu'on a réussi à faire de très très belles choses parce qu'on est une équipe qui était en première division, qui jouait le haut tableau. On a un club qui avait jusqu'à 220 licenciés. On a pratiqué pas mal de Coupes d'Europe au plus haut niveau avec des résultats probants. L'école de baseball était à son maximum puisqu'il y avait 4 équipes pleines de gamins. Donc toutes ces choses-là ont fait que... Et puis je crois qu'on a été malin aussi parce qu'on a réussi à créer notre émission télé. On avait réussi à attirer certains médias qui nous trouvaient sympathiques dans l'approche de ce sport. Et le fait qu'on soit pas, qu'on n'ait pas de moyens et qu'on soit livré à nous-mêmes, amener un certain... on va dire quelque chose d'assez charismatique et qui du coup a fédéré pas mal de gens autour de ce projet. Et après tout simplement c'est simplement la volonté d'être accompli et de fédérer différentes personnes autour d'un projet de club, quoi. Voilà, pas plus que ça. Donc non, l'envie d'une part, deuxièmement la joie de pouvoir faire ça et puis après passer la main parce que tout simplement
Piloter un club, ça demande du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est avec plaisir, mais avec aujourd'hui ma famille et puis mon entreprise, c'était devenu compliqué. Et entraîner, justement, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, quelque chose auquel vous avez déjà pensé, ou c'est peut-être pas forcément votre Non, tasse de thé? j'aimerais entraîner parce que c'est toujours fantastique de passer le relais et de pouvoir finalement transmettre tout ce que l'on a appris. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, je suis dans un autre format de vie et que je ne peux pas me permettre de le faire, si ce n'est à l'amitié, comme ça, de temps en temps, mais de façon très marquée dans le temps, sans plus y accorder d'énergie, on va dire, au quotidien, quoi. Alors justement, pour revenir un petit peu sur le Stade Toulousain, enfin pour rester un petit peu dedans, aujourd'hui, comment ça se passe? Vous les suivez un petit peu, vous suivez un petit peu leurs résultats? Qu'est-ce qu'on peut espérer justement du Stade Toulousain cette année? Je suis leurs résultats, bien évidemment. Quand vous restez 20 ans dans un club, vous ne pouvez pas, comme ça, du jour au lendemain, ne plus vous y intéresser. Ce n'est pas du tout mon cas. Je suis en contact régulièrement avec tous les joueurs. Qu'est-ce qu'on peut, on peut leur souhaiter de pouvoir continuer à performer au plus haut niveau, d'une part, de continuer à structurer le club, d'avoir un niveau de pratique qui soit homogène, tant au niveau féminin, masculin, qu'au niveau des équipes premières, secondes, etc. Et c'est surtout d'arriver à continuer et à passer le flambeau, qui est un beau flambeau. C'est quelque chose qui a été construit par nos anciens depuis des années, et un club n'appartient à personne. Donc il faut arriver à pérenniser et à garder la dynamique que ça peut générer autour d'une pratique sportive et autour d'une passion. Donc leur permettre de se développer, de continuer, et puis après c'est toujours pareil, vous savez, le leadership d'un club, il est assuré par le président d'un club et de son comité directeur. Donc après, chacun a sa vision de cette dynamique, et je crois qu'il faut arriver à être tout à fait reconnaissant par rapport à ce que l'ont fait toutes les personnes qui sont passées au travers du club et qui ont essayé à leur façon de développer et de créer une dynamique. Alors pour parler maintenant de la reconversion, c'est quand même l'objet de cette émission. Alors justement, il y a un côté dont on n'a pas encore parlé, c'est votre rencontre avec Carole Ferriou, votre compagne femme même, donc multiple championne du monde de tir à l'arc, avec qui vous avez monté justement votre société Pure Events. Première chose, deux sportifs de haut niveau qui vivent ensemble. C'est quoi? C'est l'avantage d'être sûr que l'autre comprend un petit peu les calendriers un petit peu surchargés et les petits décalages? Oui, c'est ça. C'est aussi, je pense, avoir une certaine vision, une ouverture d'esprit par rapport à l'accomplissement de l'autre. Voilà, Carole aujourd'hui prépare les Jeux Olympiques de Londres. 39 ans, elle a gagné un 6e titre mondial cet été, 21 ans après son premier titre, ce qui est quand même extraordinaire. C'est une grande sportive, une grande championne, bien plus performante que ce que j'ai pu l'être à mon modeste niveau. Et au travers de cela, je crois que c'est simplement de l'aider, de la comprendre et de la pousser dans son cheminement. Et puis la création de Pure Events, ben, c'était pour nous l'opportunité de réaliser finalement au travers d'une entreprise tout ce que l'on a vécu et tout ce que le sport nous a appris, tant dans le comportement, dans l'éthique, dans l'engagement, dans la finalisation des choses, aller au bout des choses, être investi à 100%. Je pense que ça dépasse, c'en est même un projet de vie à part entière avec un investissement total. Donc on a toujours été dans ce format-là, et la réalisation de Pure Events, c'était l'émanation de ces envies pour créer une aventure. Alors justement, Pure Events, qu'est-ce que vous faites dans cette société? Pure Events, c'est une société qui est spécialisée dans la création d'événements sur mesure. Donc nous concevons tous les jours différentes organisations pour des clients, essentiellement des entreprises, qui souhaitent organiser des séminaires, des conventions, des lancements de produits, des inaugurations, tout ce qui peut toucher à l'organisation d'événements. Donc nous avons aujourd'hui une équipe de 7 personnes qui sont dédiées à 100% autour de ces métiers, avec beaucoup de créativité, d'investissement, et nous travaillons au niveau national et international. Donc on est très satisfait. Bon, dernière chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
C'est quoi un titre à Londres pour Carole et que Pure Events continue de grandir? Si bien évidemment Carole arrive à réaliser une médaille aux Jeux Olympiques, ça serait extraordinaire et c'est bien sûr tout le mal que je lui souhaite et je serai à fond derrière et d'ailleurs tout son entourage. Mais je crois surtout que aujourd'hui, c'est qu'elle puisse finir sa carrière dans l'accomplissement total. Ça sera déjà extraordinaire et sa carrière est déjà extraordinaire, donc pourvu que ça finisse bien. Et puis derrière, bien sûr, que Pure Events continue à se développer, se structurer et puis avancer vers de nouveaux paliers, de nouveaux objectifs. Bon, et les enfants alors, ils seront baseballeurs ou plutôt tireurs à l'arc? Les enfants, ils seront sportifs, c'est sûr. Après, bien sûr qu'on leur donne les fibres de nos passions, mais je crois qu'on a l'ouverture d'esprit de leur faire toucher à tout et surtout qu'ils soient heureux en bonne santé et que derrière ils puissent accomplir dans le sport, s'ils souhaitent faire du sport. On en sera ravis, mais quand on est sportif, on n'est pas non plus sans arrêt tourné vers le sport et je pense qu'il faut arriver à atteindre un objectif, un équilibre sain pour sa famille, donc c'est ce que l'on s'efforce de faire au quotidien. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec le baseball et le tir à l'arc, au niveau précision, ça devrait à peu près aller, il devrait avoir cette fibre-là au moins. Merci encore Antoine, on vous souhaite plein de bonnes choses pour Pure Events et puis on croise les doigts aussi pour les Jeux de Londres. Merci. Voilà, c'était donc Que sont-ils devenus? On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.